Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit, notre rendez-vous quotidien avec la littérature française ou étrangère. Et ce soir, nous avons rendez-vous avec la littérature française, car nous avons rendez-vous avec Victor Hugo et son roman Le dernier jour d'un condamné. Alors quelques mots rapides sur Victor Hugo et sur son roman avant de reprendre la lecture. Donc Victor Hugo, que vous connaissez certainement, est né en 1802 à Besançon et mort en 1885 à Paris. Et c'est l'un des poètes, dramaturges et prosateurs romantiques qui est considéré comme l'un des plus importants écrivains de la langue française. Et c'est aussi une personnalité politique et intellectuelle qui a été engagée pendant la majeure partie de l'histoire du XIXe siècle. Alors il occupe une place importante dans l'histoire des lettres françaises du XIXe siècle et dans des genres et des domaines variés. Donc aussi bien poète lyrique, engagé ou épique, c'est également un romancier du peuple et qui a marqué par certains de ses succès, de ses grands succès populaires comme Notre-Dame de Paris ou encore Les Misérables que vous avez forcément lus au cours de votre vie. Alors au théâtre aussi, il exposera sa théorie du drame romantique et il a aussi été assez marquant, il a aussi laissé une place importante car il avait à la fois des choix moraux et politiques, un engagement moral et politique assez important, ce qui lui a valu d'avoir des funérailles nationales à sa mort en 1885 et d'avoir sa dépouille transférée au Panthéon à Paris le 31 mai 1885. Voilà, donc ce soir, nous allons passer la soirée avec son roman « Le dernier jour d'un condamné ». Mais avant de reprendre la lecture, je voudrais vous inviter à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Donc voilà, n'hésitez pas toujours à utiliser ce hashtag pour communiquer, pour interagir avec nous, pour nous suggérer des lectures, des livres que vous aimeriez qu'on lise dans cette émission. Et je vais reprendre la lecture en lisant avec le livre à l'endroit. Ça sera mieux. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée. Tout ce peuple rira, battra des mains, applaudira. Et parmi tous ces hommes, libres et inconnus des geôliers, qui courent pleins de joie à une exécution, dans cette foule de têtes qui couvrira la place, il y aura plus d'une tête prédestinée qui suivra la mienne tôt ou tard dans le panier rouge. Plus d'un qui y vient pour moi et viendra pour soi. Pour ces êtres fatals, il y a sur un certain point de la place de grève un lieu fatal, un centre d'attraction, un piège. Ils tournent autour jusqu'à ce qu'il y soit. Ma petite Marie, on l'a ramenée jouer. Elle regarde la foule par la portière du fiacre et ne pense déjà plus à ce monsieur. Peut-être aurais-je encore le temps d'écrire quelques pages pour elle, afin qu'elle les lise un jour et qu'elle pleure dans 15 ans pour aujourd'hui. Où il faut qu'elle sache par moi mon histoire et pourquoi le nom que je lui laisse est sanglant. Mon histoire. Note de l'éditeur. On a pu encore retrouver les feuillets qui se rattachaient à celui-ci. Peut-être comme ceux qui suivent semblent l'indiquer, le condamné n'a-t-il pas eu le temps de les écrire. Il était tard quand cette pensée lui est venue. Dans une chambre de l'hôtel de ville. De l'hôtel de ville, ainsi j'y suis. Le trajet exécrable est fait, la place est là et au-dessous de la fenêtre, l'horrible peuple qui aboie et m'attend et rit. J'ai eu beau me roidir, beau me crisper, le cœur m'a failli. Quand j'ai vu au-dessus des têtes ces deux bras rouges avec leur triangle noir au bout, dressés entre les deux lanternes du quai, le cœur m'a failli. J'ai demandé à faire une dernière déclaration. On m'a déposé ici et l'on est allé chercher quelques procureurs du roi. Je l'attends, c'est toujours cela de gagner. Voici, 3 heures sonnaient et on est venu m'avertir qu'il était temps. J'ai tremblé, comme si j'eusse pensé à autre chose depuis 6 heures, depuis 6 semaines, depuis 6 mois. Cela m'a fait l'effet de quelque chose d'inattendu. Ils m'ont fait traverser leurs corridors et descendre leurs escaliers. Ils m'ont poussé entre 2 guichets du rez-de-chaussée. Salle sombre, étroite, voûtée, à peine éclairée d'un jour de pluie et de brouillard. Une chaise était au milieu.
Ils m'ont dit de m'asseoir. Je me suis assis. Il y avait près de la porte et le long des murs quelques personnes debout, outre le prêtre et les gendarmes, et il y avait aussi 3 hommes. Le premier, le plus grand, le plus vieux, était gras et avait la face rouge. Il portait une redingote et un chapeau à 3 cornes déformées. C'était lui. C'était le bourreau, le valet de la guillotine. Les 2 autres étaient ses valets à lui. À peine assis, les 2 autres se sont approchés de moi par derrière comme des chats. Puis tout à coup, j'ai senti un froid d'acier dans mes cheveux et les ciseaux ont grincé à mes oreilles. Mes cheveux coupés au hasard tombaient par mèches sur mes épaules et l'homme au chapeau à 3 cornes les époussetait doucement avec sa grosse main. Autour, on parlait à voix basse. Il y avait un grand bruit au dehors, comme un frémissement qui ondulait dans l'air. J'ai cru d'abord que c'était la rivière, mais à des rires qui éclataient, j'ai reconnu que c'était la foule. Un jeune homme près de la fenêtre qui écrivait avec un crayon sur un portefeuille a demandé à un des guichetiers comment s'appelait ce qu'on faisait là. « La toilette du condamné », a répondu l'autre. J'ai compris que l'un des valets m'a enlevé ma veste et l'autre a pris mes 2 mains qui pendaient, les a ramenées derrière mon dos et j'ai senti les nœuds d'une corde se rouler lentement autour de mes poignets rapprochés. En même temps, l'autre détachait ma cravate. Ma chemise de batiste, seul lambeau qui me restait du mois d'autrefois, l'a fait en quelque sorte hésiter un moment, puis il s'est mis à en couper le col. À cette précaution horrible, au saisissement de l'acier qui touchait mon cou, mes coudes ont tressailli. Et j'ai laissé échapper un rugissement étouffé. La main de l'exécuteur a tremblé. « Monsieur, m'a-t-il dit, pardon, est-ce que je vous ai fait mal ?» Ces bourreaux sont des hommes très doux. La foule hurlait plus haut au dehors. Le gros homme au visage bourgeonné m'a offert à respirer un mouchoir imbibé de vinaigre. « Merci, lui ai-je dit de la voix la plus forte que j'ai pu. C'est inutile, je me trouve bien. » Alors l'un d'eux s'est baissé et m'a lié les 2 pieds au moyen d'une corde fine et lâche qui ne me laissait à faire que des petits pas. Cette corde est venue se rattacher à celle de mes mains. Puis le gros homme a jeté la veste sur mon dos et a noué les manches ensemble sous mon menton. Ce qu'il y avait à faire, là, était fait. Alors le prêtre s'est approché avec son crucifix. « Allons, mon fils, m'a-t-il dit. » Les valets m'ont pris sous les aisselles, je me suis levée, j'ai marché. Mes pas étaient mous et réfléchissaient comme si j'avais eu 2 genoux à chaque jambe. En ce moment, la porte extérieure s'est ouverte à 2 battants. Une clameur furieuse et à l'air froid et la lumière blanche ont fait irruption jusqu'à moi dans l'ombre. Du fond du sombre guichet, j'ai vu brusquement tout à la fois, à travers la pluie, les 1000 têtes hurlantes du peuple entassées pêle-mêle sur la rampe du grand escalier du palais. À droite, de plein pied avec le seuil, un rang de chevaux de gendarmes dont la porte basse ne me découvrait que les pieds de devant et les poitrails. En face, un détachement de soldats en bataille, à gauche, l'arrière d'une charrette, auquel s'appuyait une roue d'échelle. Tableau hideux, bien encadré dans une porte de prison. C'est pour ce moment redouté que j'avais gardé mon courage. J'ai fait 3 pas et j'ai paru sur le seuil du guichet. « Le voilà, a crié la foule. « Il sort enfin !» Et les plus près de moi battaient des mains, si fort qu'on aime un roi, ce serait moins de fête. C'était une charrette ordinaire avec un cheval étique et un charretier en sarrau bleu à dessins rouges, comme ceux des maraîchers des environs de Bicêtre. Le gros homme en chapeau à 3 cornes est monté le premier. « Bonjour, monsieur Samson !» criaient des enfants pendus à des grilles. Un valet l'a suivi. « Bravo, mardi !» ont crié de nouveau les enfants. Ils se sont assis tous 2 sur la banquette de devant. C'était mon tour. J'ai monté d'une allure assez ferme. « Il va bien !» a dit une femme à côté des gendarmes. Cet atroce éloge m'a donné du courage. Le prêtre est venu se placer auprès de moi. On m'avait assis sur la banquette de derrière, le dos tourné au cheval. J'ai frémi de cette dernière attention.
Ils mettent de l'humanité là-dedans. J'ai voulu regarder autour de moi, gendarmes devant, gendarmes derrière, puis de la foule et de la foule, une mer de têtes sur la place. Un piquet de gendarmerie à cheval m'attendait à la porte de la grille du palais. L'officier a donné l'ordre. La charrette et son cortège se sont mis en mouvement, comme poussés en avant par un hurlement de la populace. On a franchi la grille. Au moment où la charrette a tourné vers le pont au change, la place a éclaté en bruit du pavé au toit, et les ponts et les quais ont répondu à faire un tremblement de terre. C'est là que le piquet qui attendait s'est rallié à l'escorte. « Chapeau bas, criaient 1000 bouches ensemble comme pour le roi. Alors j'ai ri horriblement aussi, moi, et j'ai dit au prêtre, les chapeaux, moi la tête. » On allait au pas. Le quai aux fleurs embaumait ses jours de marché. Les marchands ont quitté leurs bouquets pour moi. Vis-à-vis, un peu avant la tour carrée qui fait le coin du palais, il y a des cabarets dont les entresols étaient pleins de spectateurs heureux de leur belle place. Surtout des femmes. La journée doit être bonne pour les cabaretiers. On louait des tables, des chaises, des échafaudages, des charrettes. Tout pliait de spectateurs. Des marchands de sang humain criaient à tue-tête. « Qui veut des places ?» Une rage m'a pris contre ce peuple. J'ai eu envie de leur crier. « Qui veut la mienne ?» Cependant, la charrette avançait. À chaque pas qu'elle faisait, la foule se démolissait derrière elle et je la voyais dans mes yeux égarés qui s'allaient renformer plus loin sur d'autres points de mon passage. En entrant sur le pont au change, j'ai par hasard jeté les yeux à ma droite en arrière. Mon regard s'est arrêté sur l'autre quai, au-dessus des maisons, à une tour noire, isolée, hérissée de sculptures, au sommet de laquelle je voyais 2 monstres de pierre assis de profil. Je ne sais pourquoi j'ai demandé au prêtre ce que c'était que cette tour. « Saint-Jacques-la-Boucherie », a répondu le bourreau. J'ignore comment cela se faisait. Dans la brume et malgré la pluie fine et blanche qui rayait l'air comme un réseau de fils d'araignée, rien de ce qui se passait autour de moi ne m'a échappé. Chacun de ces détails m'apportait sa torture. Les mots manquent aux émotions. Vers le milieu de ce pont au change, si large et si encombré que nous cheminions à grand-peine, l'horreur m'a pris violemment. J'ai craint de défaillir. Dernière vanité. Alors je me suis étourdie moi-même pour être aveugle et pour être sourd à tout, excepté au prêtre, dont j'entendais à peine les paroles entrecoupées de rumeurs. J'ai pris le crucifix et je l'ai baisé. « Ayez pitié de moi, ai-je dit, ô mon Dieu. » Et j'ai tâché de m'abîmer de cette pensée. Mais chaque chaos de la dure charrette me secouait. Puis tout à coup, je me suis senti un grand froid. La pluie avait traversé mes vêtements et mouillait la peau de ma tête à travers mes cheveux coupés et courts. « Vous tremblez de froid, mon fils ?» m'a demandé le prêtre. « Oui, » ai-je répondu. Hélas, pas seulement de froid. Au détour du pont, des femmes m'ont plaint d'être si jeune. Nous avons pris le fatal quai, je commençais à ne plus voir, à ne plus entendre. Toutes ces voix, toutes ces têtes aux fenêtres, aux portes, aux grilles des boutiques, aux branches des lanternes, ces spectateurs avides et cruels, cette foule où tous me connaissent et où je ne connais personne, cette route pavée et murée de visages humains. J'étais ivre, stupide, insensée. C'est une chose insupportable que le poids de tant de regards appuyés sur vous. Je vacillais donc sur le banc, ne prêtant même plus d'attention aux prêtres et au crucifix. Dans le tumulte qui m'enveloppait, je ne distinguais plus les cris de pitié des cris de joie, les rires des plaintes, les voix du bruit. Tout cela était une rumeur qui résonnait dans ma tête comme dans un écho de cuivre. Mes yeux lisaient machinalement les enseignes des boutiques. Une fois, l'étrange curiosité me prit de tourner la tête et de regarder vers quoi j'avançais. C'était une dernière bravade de l'intelligence. Mais le corps ne voulut pas. Ma nuque resta paralysée et d'avance comme morte. J'entrevis seulement de côté à ma gauche, au-delà de la rivière, la tour de Notre-Dame
qui, vue de là, cache l'autre. C'est celle où est le drapeau. Il y avait beaucoup de monde et qui devait bien voir. Et la charrette allait, et les boutiques passaient, et les enseignes se succédaient, écrites, peintes, dorées. Et la populace riait et trépignait dans la boue, et je me laissais aller, comme à leurs rêves, ceux qui sont endormis. Tout à coup, la série des boutiques qui occupaient mes yeux s'est coupée à l'angle de la place. La voix de la foule est devenue plus vaste, plus clapissante, plus joyeuse encore. La charrette s'est arrêtée subitement et j'ai failli tomber la face sur les planches. Le prêtre m'a soutenue. « Courage !» a-t-il murmuré. Alors on a apporté une échelle à l'arrière de la charrette. Il m'a donné le bras. Je suis descendue. Puis j'ai fait un pas. Puis je me suis retournée pour en faire un autre. Et je n'ai pas pu. Entre les deux lanternes du quai, j'avais vu une chose sinistre. Oh, c'était la réalité. Je me suis arrêtée comme chancelant déjà du coup. J'ai une dernière déclaration à faire, ai-je crié faiblement. On m'a monté ici. J'ai demandé qu'on me laissât écrire mes dernières volontés. Ils m'ont délié les mains, mais la corde est ici, toute prête. Et le reste est en bas. Un juge, un commissaire, un magistrat, je ne sais de quelle espèce, vient de venir. Je lui ai demandé ma grâce en joignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux. Il m'a répondu en souriant fatalement, si c'est là tout ce que j'allais lui dire. Ma grâce, ai-je répété, ou par pitié 5 minutes encore. Qui sait, elle viendra peut-être. Cela est si horrible à mon âge de mourir ainsi. Des grâces qui arrivent au dernier moment, on l'a vu souvent. Et à qui fera-t-on grâce, monsieur, si ce n'est à moi? Si ce n'est à moi. Cet exécrable bourreau. Il s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devait être faite à une heure certaine, que cette heure approchait, qu'il était responsable, que d'ailleurs il pleut et que cela risque de se rouiller. Et par pitié, 1 minute pour attendre ma grâce, ou je me défends, je mords. Le juge et le bourreau sont sortis. Je suis seule. Seule avec 2 gendarmes. Oh, l'horrible peuple avec ses cris d'hyène. Qui sait si je ne lui échapperai pas? Si je ne serais pas sauvée? Si ma grâce? Il est impossible que l'on ne me fasse pas grâce. Ah, les misérables. Il me semble qu'on monte l'escalier. Et voilà, c'est ainsi que s'achève la lecture de Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très très bonne fin de soirée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.